Mesdames, Messieurs, bonjour. Messieurs, Mesdames les officiers généraux et les officiers, je viens d'assister à la fin de cette première table ronde et je vois que le débat est non seulement bien lancé, mais de grande qualité. Aussi, permettez-moi tout d'abord de remercier la chaire Économie et Défense d'avoir bien voulu m'inviter pour clôturer cette première table ronde et lancer la seconde table ronde. Alors, les besoins de financement, ce n'est pas facile, en tout cas à faire, surtout quand on a la synthèse entre les besoins opérationnels, industriels, financiers à gérer. Alors, je sais que certains d'entre vous y travaillent d'arrache-pied depuis quelque temps, mais au risque de décevoir certains, je ne suis pas sûr de pouvoir apporter aujourd'hui une réponse définitive à tous ces questionnements. Plus sérieusement, cet exercice auquel je me suis préparé m'a amené tout naturellement à vous faire part de quelques observations et convictions sur les sujets que vous venez d'aborder, dans un moment intermédiaire où nous venons de voter la loi de finances, où nous allons voter en seconde lecture la loi de programmation militaire, la loi de programmation des finances publiques, j'en vous dirai un petit mot tout à l'heure, et juste avant, la fameuse loi de programmation militaire que nous traiterons à partir du mois de début 2018 pour qu'elle soit votée par le Parlement à la fin du printemps, ou en tout cas au début de l'été. Vous savez qu'avec le renouvellement législatif, notre commission a été largement renouvelée. Sur 63 ou 64, nous sommes 6 anciens, mais néanmoins, il y a une appétence assez importante que certains, vous avez pu voir durant les différentes rencontres avec les nouveaux députés. Et cette commission a, depuis le départ, fait plusieurs cycles de rencontres, d'auditions, comme on dit, et toutes les responsables militaires, industriels, parfois stratégiques, ont été reçus, voire voire deux fois. Et à chaque fois, c'était dans un dialogue constructif où chacun pouvait exprimer son besoin, sa demande, sa vision, et bien entendu l'intégrer dans les contraintes ou dans les incitations budgétaires. Par rapport à ces auditions, quel message retenir ? D'abord, la conviction que nous vivons et nous entrons dans une période assez exceptionnelle d'inflexion en matière de politique de défense, une inflexion non pas stratégique, en tout cas budgétaire. Après 2 décennies consacrées pour l'essentiel à mettre en œuvre des réductions d'effectifs et des diminutions de moyens matériels et budgétaires, avec leur cortège que vous avez tous vécu de fermeture de régiments, de bases, de renégociations industrielles pour réduire la cible de contrats d'armement et en étaler l'exécution, vous en parliez tout à l'heure, nous sommes engagés aujourd'hui dans une phase que la ministre a appelée une remontée en puissance, et c'est cette rupture budgétaire, cette réponse aux besoins de sécurité et donc à nos besoins de défense que je vais m'attarder un peu. Si l'on se reporte à la situation d'il y a 5 ans, le choix dans la précédente loi de programmation militaire était entre une armée encore plus réduite, mais cohérente, ou une armée abandonnant des pans entiers de ses capacités. Ce n'était pas forcément un choix très enthousiasmant, mais en fin de compte, le meilleur a été retiré. Le fait même que nous puissions aujourd'hui parler de remontée en puissance montre que les choix faits alors étaient sages, dans un contexte budgétaire difficile, dans un contexte stratégique qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. L'outil de défense a certes souffert, mais son avenir, n'a pas été irrémédiablement hypothéqué. La perspective d'une croissance des crédits de défense, affirmée par le président de la République à plusieurs reprises, avec pour objectif d'atteindre en 2025 les 2% de notre PIB,
s'appuie donc sur un ensemble opérationnel et industriel qui, aujourd'hui, reste cohérent et qui permet donc de capitaliser sur les acquis certains. L'abandon de capacités, n'en doutons pas, aurait laissé place à un tout autre paysage, versus l'exemple britannique que vous connaissez très bien. Le vote cet automne, il y a quelques jours, de crédits augmentant de 1,8 milliard le budget de la mission Défense est donc un événement remarquable, accélérant de manière très sensible un mouvement certes perceptible dès 2015, après les attentats qui ont touché notre sol, et 2016, et donc cela s'accélère. Et cette croissance, a été rappelée, des crédits s'accélérant encore, puisque à partir de 2019 jusqu'en 2022, la fin du quinquennat, il y aura 1,7 milliard supplémentaire tous les ans, ce qui fait qu'en 2022, entre 2018 et 2022, sur cette loi de programmation, il sera dépensé environ presque 30 milliards supplémentaires par rapport aux différentes lois de programmation précédentes. J'ajouterai que dans cet effort fait par notre pays, la France n'est pas seule. L'Allemagne, ça vient d'être rappelé, a entamé un rétablissement de ses dépenses militaires qui, compte tenu de sa puissance économique, produira nécessairement d'importants effets. Et je ne pense pas qu'il faille en avoir peur, mais il faut s'en réjouir et accompagner ce mouvement. Et parallèlement, en plus de l'Allemagne, nombre de nos partenaires européens ont interrompu le processus de baisse des dépenses militaires et s'engagent, pour certains en tout cas, dans une forme de recapitalisation et budgétaire et capacitaire, voire industrielle. Si je dis cela, ce n'est pas par une forme d'irénisme européen, c'est tout simplement pour relever que les débats que nous pouvions avoir il y a quelques années sur la mutualisation des efforts vont se produire dans un contexte très différent, qui ne sera plus seulement le partage de la pénurie. L'effort budgétaire français sera donc en effet plus appréciable qu'il ne sera pas isolé en Europe, mais qu'il s'appuiera sur le renforcement concomitant des capacités de nos alliés. Et donc je rappelle que lundi dernier, le 13 novembre, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais 23 États membres ont apposé leur signature à la lettre de notification créant la coopération structurée permanente qui était appelée de ses voeux par la France et l'Allemagne lors du Conseil franco-allemand du 13 juillet. Et je note que parmi les 20 engagements ambitieux qui figurent dans ce document, on peut relever des engagements qui sont fort encourageants, tels que par exemple la volonté de rattrapage capacitaire de manière collaborative et coordonnée, l'introduction d'une préférence européenne dans les programmes de coopération et d'acquisition. Et en plus, j'espère que le Fonds européen de défense sera un succès, un instrument clé du succès de cette coopération et pourra servir le renforcement de la BITDE, la base industrielle de défense européenne. Donc tout ceci est encourageant, mais ne tombons pas dans l'extase et ne regardons pas cela avec des lunettes roses. D'abord parce qu'il faudra s'assurer, au travers de notre loi de programmation militaire, les traductions budgétaires annuelles, qu'au travers de cela, les objectifs financiers seront bien suivis d'effets. Et en matière d'effets, il faut, et la Commission de la Défense sera très vigilante sur l'exécution de ces lois de finances qui sont votées, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, dans la loi de programmation des finances publiques, nous avons un article 14 qui n'est pas celui que aussi bien la Commission que le ministère défendaient. Et je dois dire, puisqu'on s'en est entretenu avec la ministre en allant à Dakar le dimanche dernier, le Sénat a voté un amendement contre l'avis du gouvernement pour restreindre le champ d'application de cet article
à tous les ministères, sauf le ministère de la Défense. Or, la mission ancien combattant, donc je fais une petite concession. Et hier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le rapporteur général du budget pour voir comment, en deuxième lecture, on pouvait amoindrir la portée de cet article 14, même si, comme vous l'avez rappelé, M. Mautret, c'est, vu du gouvernement, seulement indicatif, ce n'est pas normatif, mais le diable, parfois, se fiche dans les détails, donc il faut faire attention et rester très prudent. Et si je me permets d'insister sur le changement de contexte budgétaire, c'est parce que nous avons conscience, et vous l'avez tous, conscience de l'ampleur des besoins qu'ont nos armées et qu'ont la défense de notre pays. Et tous ces besoins ne pourront pas être à l'évidence satisfaits, même si la trajectoire va en 2025 aux 2%. C'est-à-dire que même si on fait un effort conséquent budgétaire de la nation pour notre outil de défense. Donc il serait démagogie ou irresponsable de prétendre que les 2% vont régler tous les problèmes comme une baguette magique. Des choix seront indispensables. Et comme tout choix, ils seront bien entendu difficiles. Raison de plus pour en débattre de manière raisonnée, ouverte, afin d'arriver à des solutions partagées, et en tout cas partagées par le plus grand nombre. Parce qu'il n'est en effet point besoin d'être un grand mathématicien pour se rendre compte qu'en faisant l'addition des besoins de chacun, l'on dépasse sans doute de loin la ressource disponible. C'est en tout cas ma conviction après avoir écouté les différents chefs d'état-major de nos trois armées, et je exclus la gendarmerie encore, parce qu'ils ont aussi des besoins. Ces défis, ces besoins nous ont été présentés par ces officiers généraux avec beaucoup d'honnêteté et une rigueur qui montrent que ces besoins sont vraiment des besoins réels, que ce n'est pas une vue de l'esprit, et donc il faudra d'une manière ou d'une autre répondre au maximum à ces besoins. On peut en citer des besoins sans qu'ils soient exhaustifs. L'accélération du programme Scorpion, qui a été noté par le rapporteur du budget de l'armée de terre, le format de la flotte de l'aviation de chasse. Et tout à l'heure, vous parliez de l'un des incidences de nos exportations sur la non-livraison à notre armée de l'air des matériels. Et on pourrait rajouter aussi le temps passé par nos aviateurs pour former les aviateurs des pays à qui nous vendons des Rafales. Et là aussi, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et ce n'est pas négligeable dans le budget de l'armée de l'air. Mais c'est aussi, pour ne pas oublier une de nos trois armées, la marine, avec le nombre de frégates ou nos bateaux patrouilleurs et avec les avions de patrouille maritime. Bien entendu, il faut rajouter à ces besoins les besoins qui sont plus immédiats aujourd'hui et qui sont liés à l'usure due au rythme opérationnel de nos interventions, de nos OPEX. Je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur mes propos. Je voulais le dire franchement, mais je ne veux pas en rajouter. Ces besoins, je le répète, sont incontestables. Ils ne témoignent en aucun cas d'une quelconque exagération. Bien au contraire, je pense qu'ils sont modérés et qu'ils correspondent bien non seulement à nos besoins, mais aussi à la vision stratégique de notre pays qui a été rappelée par la revue stratégique et qui nécessite donc un outil de défense qui soit cohérent avec cette ambition stratégique de notre pays, rappelée, je le répète, par le Président de la République il y a quelques jours. Alors, il ne m'appartient pas à ce stade, dans la discussion sur la loi de programmation militaire, de préempter des choix structurants qui relèvent bien entendu du chef des armées, mais pour autant, je pense profondément, au vu des propos des uns et des autres, que dans le raisonnement global qui conduira à la loi de programmation militaire, une attention toute particulière
doivent être accordés au comblement de lacunes qui se font d'ores et déjà cruellement sentir par nos forces. La précédente loi de programmation militaire, je le répète, a été bâtie autour de l'idée de préservation du spectre complet des compétences, tant militaires qu'industrielles. Ce schéma avait ses mérites, je l'ai dit, mais il est tout de même moins opérant dans un contexte désormais marqué par les effets d'une très grande usure de l'outil liée au rythme opérationnel intense que nous faisons subir à nos armées. Qu'il s'agisse des matériels en service, des personnels et des stocks divers, des munitions aux pièces de rechange, le dépassement général des contrats opérationnels prévus en 2013 pèse d'un poids d'autant plus grand sur l'état de nos forces qu'il s'inscrit dans la durée et non pas dans le cadre d'une opération coup de poing ponctuelle. La notion d'épaisseur organique est donc revenue à plusieurs reprises dans la bouche de nos interlocuteurs, et cela à juste titre. Nous avons, il ne faut pas le nier, nous avons sans doute trop tiré sur les diverses marges de manœuvre, tant humaines que matérielles, et il est indispensable aujourd'hui de combler les manques les plus criants et le plus rapidement possible, faute de quoi nous pourrions arriver à une situation de grippage préoccupante. Tout comme il serait aventuré de compter sur la mansuétude de nos adversaires, entre guillemets, pour obtenir le temps de récupérer, eh bien, il va falloir conduire un effort substantiel sur les domaines qui ont particulièrement souffert précédemment. Et parmi eux, je voudrais citer les petites opérations d'armement qu'on met dans la ligne budgétaire sous le titre de « autres opérations d'armement ». Tout ceci est nécessaire pour garantir la cohérence entre les missions et les moyens, et pour que nos militaires voient rapidement les résultats de cette politique. S'il s'agit dans la LPM d'annoncer qu'en 2025, nous livrerons des mots matériels tout neufs, je ne pense pas que c'est ce qu'attendent nos militaires et ce qu'ils attendent surtout pour gagner la guerre sur le terrain. Je suis d'autant plus sensible à cela que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors de la précédente loi de programmation militaire, des paris ont été faits. Et ils avaient été faits, non pas sur les exportations, en tout cas, certains ont été faits sur la prolongation de durée de vie de certains matériels vieillissants, qu'on savait déjà vieillissants. On a parié sur leur prolongement pour justement étaler le remplacement de ces matériels. Certains de ces paris ont été perdus, là aussi, ce n'est pas la peine de le nier. Et les réductions temporaires de capacité se sont transformées, pour certains, en rupture de capacité. C'est le cas, par exemple, aux capacités maritimes de protection de nos intérêts qui peuvent être vitaux dans les zones économiques exclusives. Donc prenons garde à ce que cette même désaventure dans la loi de programmation qui s'ouvre plutôt ne nous arrive pas et qu'elle n'atteigne pas des capacités hautement stratégiques comme les avions ravitailleurs, par exemple, qui sont nécessaires à notre outil de dissuasion. Bien entendu, cette approche, en quelque sorte par l'urgence des besoins, sera quelque peu différente de celle qui a prévalu il y a 5 ans, car alors il s'agissait plutôt d'une approche par la préservation des capacités et de la base industrielle et technologique de défense. Or, cette dernière est objectivement dans une situation bien différente aujourd'hui. Les performances à l'exportation ont été remarquables, à la hauteur d'ailleurs des efforts des industriels et des qualités de leur matériel. Il en résulte ainsi, à mon sens, une situation assainie, l'enjeu étant aujourd'hui davantage d'adapter les capacités de production à un nouveau contexte porteur et de trouver et fidéliser les personnels nécessaires pour ce faire. Par parenthèse, et puisque nous sommes ici réunis à l'invitation de la chaire économie de défense, c'est un beau témoignage que de porter l'importance occupée par l'industrie de défense dans notre pays, qui irrigue un tissu de PME et de TI de grande qualité pour tirer les exigences technologiques vers le haut.
Toujours est-il qu'à contexte différent, réponse sera différente. Vous m'avez compris, ce qui importe aujourd'hui est sans doute moins le cadencement des grands programmes futurs d'armement que le calendrier des besoins immédiats et à moyen terme de nos armées pour remplir leur mission. Je voudrais terminer cette intervention pour souligner à quel point il me semble aussi capital de veiller à retrouver aussi l'épaisseur opérationnelle nécessaire en matière de ressources humaines. Nous sommes sans doute allés trop loin. Là aussi, il ne faut pas le nier. Nous sommes sans doute allés trop loin en matière de réduction d'effectifs. Et là encore, réduction d'effectifs plus augmentation ou dépassement des contrats opérationnels crée des tensions qui sont très lourdes aujourd'hui sur nos militaires. Du fait du rythme général d'activité ou du faible nombre de personnels très spécialisés intervenant dans des spécialités critiques, les marges de manœuvre ont été consommées depuis longtemps et les risques sont élevés de voir notre outil de défense perdre une partie de sa richesse primordiale, celle des hommes et des femmes qui servent nos armées. Des mesures ont déjà été annoncées par la ministre des Armées. Je pense par exemple au plan famille. C'est un premier pas et je souhaite que dans la loi de programmation militaire, il y ait un volet assez important en direction de la vie quotidienne, de la vie d'hébergement, de la vie d'entraînement de nos soldats qui s'engagent en faveur de notre sécurité et en faveur de notre patrie. Et il faudra donc veiller étroitement à l'évolution de la condition militaire, à la qualité, à l'évolution des recrutements. Et croyez bien qu'en tant que président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, j'y attache une importance toute particulière. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques propos que je voulais tenir devant vous. J'ai bien entendu pleinement conscience que je n'ai pas épuisé tous les sujets au travers de ces quelques remarques, et encore moins apporter une réponse définitive aux diverses questions, mais nous n'en sommes qu'au début de cette réflexion de la loi de programmation militaire, et bien entendu, la Commission de la Défense et des Forces armées apportera tout son appui, mais aussi toute sa vigilance pour que cette loi de programmation réponde aux défis de la sécurité de notre pays, mais aussi aux défis concernant les femmes et les hommes qui servent nos armées. Je vous remercie de votre attention.